Mais la brèche est ouverte dans laquelle s'engouffrent les pays qui ne croient plus beaucoup à l'Union européenne, comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne ou encore le ministre de l'Intérieur allemand. Nous allons en débattre, mais tout d'abord, on écoute le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui, pour parler cette fois comme au rugby, renvoyait hier la France dans ses 22. La nostra storia di solidarietà, generosità e volontariato non merita di essere apostrofata con alcuni termini da parte di qualche esponente del governo francese che spero e penso dia le scuse ufficiali nel più breve tempo possibile. Sulla base degli accordi sui ricollocamenti del 2015 la Francia si era impegnata ad accogliere 9.816 immigrati. In 3 anni invece di 9.816 immigrati ne ha accolti 640. Quindi chiedo al Presidente Macron di passare dalle parole ai fatti e di accogliere domani mattina i 9.000 immigrati che si erano impegnati ad accogliere per dare un segnale di generosità concreta e non solo a parole. Caroline Michel, on peut penser ce qu'on veut de Matteo Salvini, c'est frappé au coin du bon sens ce qu'il dit. Et en italien en plus ça passe mieux. Malheureusement, oui, on ne peut qu'être absolument d'accord. Et là, pour le coup, je ne dirais pas que c'est une erreur d'Emmanuel Macron au sens où il a sûrement dit ce qu'une grande partie des Français voulaient entendre, et même des Européens, puisque tous les pays d'Europe aujourd'hui font la politique de l'autruche, comme l'a très bien dit le ministre des Affaires étrangères espagnol. Et à tout le moins, vu que nous n'avons pas pris notre part, nous n'avions pas fait la leçon à l'Italie, qui s'est pris le problème depuis 3 ans, 4 ans, vraiment en premier rang. On n'a rien fait pour eux, donc je ne vois pas de quel droit on pouvait se permettre de leur faire la leçon. Donc oui, il a raison d'être fâché, même si on n'est pas forcément d'accord avec sa politique et ce qu'il représente. Olivier Duhamel, ça devient un enjeu de politique intérieure aussi, ce sujet, on le voit en Allemagne. Ça l'est partout, parce que partout il y a la montée, absolument partout, des populismes, et que les élections en Italie font prendre conscience à ceux qui ne le réalisaient pas et qui pensaient que c'était une histoire pour pays d'Europe de l'Est. Est-ce que tout le monde le réalise ? Enfin, on commence à le réaliser un peu plus sérieusement. Mais regardez les bouleversements en quelques années. En 2013, à la suite d'un naufrage près de Lampedusa, où quelques centaines de personnes meurent, ont créé Mare Nostrum. Et ont créé, les Italiens, les gouvernements italiens, créé des mécanismes de sauvetage en mer. Et là, on se retrouve avec un bateau humanitaire qui est allé sauver des rafiots qui étaient en train de couler les uns après les autres. Et on a un gouvernement qui non seulement refuse de les accueillir, mais après, c'est juste fou, envoie des navires militaires pour en transporter une partie vers l'Espagne. Mais je veux dire, on vous aurait dit il y a 1 an ou 2 ans, c'est comme ça que ça va fonctionner, ça aurait été invraisemblable. Alors les gens disent que c'est de la faute de l'Europe. Ça m'énerve beaucoup quand on dit que c'est de la faute de l'Europe, parce qu'en fait, c'est de la faute de pas d'Europe. C'est de la faute d'États nationaux qui refusent absolument des politiques européennes, quelles qu'elles soient, de l'asile comme de l'immigration. Si les États refusent de faire de l'Europe, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas l'imposer. D'où la question, c'est plus de la politique intérieure que finalement une politique européenne. Ça dépend. Vous dites que c'est de la politique intérieure si on considère qu'il n'y a plus d'Europe et que c'est une question de frontières. C'est un enjeu pour l'Europe. Mais soit on a Schengen, une frontière extérieure commune, et c'est censé tous nous regarder, et à ce moment-là, il n'est pas question qu'Emmanuel Macron fasse comme si ça ne le concerne pas pendant 3 jours, et en plus se permettre de faire la leçon. Soit l'Europe n'existe plus, dont acte, et chacun se débrouille avec ses frontières et renvoie la patate chaude aux voisins. Ma question, c'était plus, c'est devenu un enjeu de politique intérieure et du coup, ça suscite des réactions qui sont celles qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, le fond du problème de ces 629 migrants, c'est plus tellement la question aujourd'hui, c'est plus, est-ce que l'Europe accueille des migrants, est-ce que tel ou tel pays continue d'en accueillir, Vincent là-dessus ? La question, en fait, elle est presque, oui, elle est politique dans le sens noble du terme, c'est est-ce que l'État-nation est la forme adaptée pour affronter la crise de migrants, ou est-ce qu'il faut un grand ensemble européen avec une restauration des frontières de Schengen, ce qui est l'idée d'Hubert Védrine, qui avait défini un plan il y a 2 ans extrêmement pertinent sur la crise des migrants. Il s'est époumoné, personne ne l'a écouté. Il a décrit à peu près ce qui est en train de se passer. Je me souviens de la phrase d'Hubert Védrine, elle m'avait marqué. Les opinions publiques ont l'impression que nous ne maîtrisons rien. Et je pense que ce qu'a fait Salvini,
c'est de dire aux opinions publiques, c'est évidemment de la politique. Je reprends la main. Nous, on peut faire des choses. Et donc, les autres opinions publiques européennes se disent « Attends, ils font des choses, et nous, pourquoi on ne fait rien ?» Donc, on sort de la politique de l'état de fait. Et donc, l'Europe est maintenant contrainte d'affronter ce sujet sérieusement, véritablement et vigoureusement. C'est compliqué, mais je ne vais pas prendre Védrine comme la personne absolue dans ce domaine, mais il se trouve que lui, par exemple, sur la question du droit d'asile, a vraiment une réflexion très poussée sur comment on doit refaire Schengen, est-ce qu'on fait des hotspots, etc. Est-ce qu'on fait payer aussi les pays de départ à qui on donne beaucoup d'argent et qui laissent partir une partie de leur population qui ne sont pas des gens qui risquent leur vie, qui sont ce qu'on appelle des migrants économiques. Bon, enfin, c'est très très sérieux, c'est le plus grand défi politique peut-être des années à venir, donc ça ne se règle pas au Café du Commerce. Mais il se trouve que pour le moment, l'Union européenne n'a pas montré ni l'autorité ni la précision dans sa volonté que l'on attendait d'elle. Donc c'est vrai que là, elle est en péril avec Mais l'Union européenne, il ne faut pas oublier que c'est nous. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas d'Union européenne. Il n'y a pas d'Union européenne qui décide parce que les États ont décidé de faire la politique de l'autruche. Sur les Dublinés, donc c'est le principe de Dublin, c'est que le demandeur d'asile qui pose le pied sur une première terre, c'est ce pays-là qui doit décider ou non s'il a le droit ou pas de son statut. Bon, c'est la Grèce et l'Italie qui accueillent les premiers. Il y a eu des réunions, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptées, pour essayer d'adapter ce format qui est parfaitement injuste, au fait, qui est inéquitable, puisque c'est à chaque fois la Grèce et l'Italie qui les récupèrent, et on n'a rien vu. Donc c'est nous, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Arnaud Benedetti, sur la communication et l'opinion, quand elle voit un bateau comme ça, avec effectivement, on a vu des images de l'Aquarius, des populations, on ne sait pas très bien, des Noirs africains qui sont à bord, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus en se disant, mais finalement, ces gens-là, est-ce qu'ils relèvent de l'asile? Est-ce que ça ne fait pas beaucoup, ça ne nuit pas effectivement à tout ce qui est l'image du demandeur d'asile? En termes de communication, il me semble que le problème, c'est que les opinions publiques en Europe, aujourd'hui, sont hostiles, ne veulent pas plus de migrants. Vous le voyez, élection après élection, les résultats dans la Mitteleuropa des Kurdes, sont... des Irakiens, mais Olivier Duhamel a raison, le climat politique, le climat médiatique, le climat intellectuel a changé sur cette question par rapport à il y a 3-4 ans. L'émotion qu'avait suscité le corps du petit garçon sur une plage et qui avait incité Angela Merkel à accueillir des migrants, cette émotion aujourd'hui, on voit bien que ce mécanisme, il ne fonctionne plus. Et les Italiens, en plus, ils ont la légitimité de leur élection. Ils viennent de gagner, ils viennent de former un gouvernement, ils ont été élus avec un mandat sur cette question qui me paraît assez clair. Donc ils sont, disons, dans leur logiciel politique et dans leur feuille de route lorsqu'ils tiennent ce positionnement. Alors, par contre, du côté français, en effet, c'est un peu plus hypocrite parce qu'on voit que Emmanuel Macron, sur cette question, il est extrêmement gêné. Lui aussi, il tient compte de son opinion publique, qui est une opinion publique qui, à mon sens, aujourd'hui, est extrêmement restrictive sur la question de la migration. Je vous coupe pour vous donner effectivement la réponse à la question posée sur le site du Figaro. La France doit-elle proposer d'accueillir les prochains bateaux de migrants? Ce n'est pas un sondage, c'est une question posée avec du volontariat pour y répondre, mais c'est 85% de non. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est que la stratégie du « en même temps » sur cette question, qui est une question extrêmement clivante, elle touche à ses limites, parce que vous voyez bien qu'au sein même de sa majorité, il y a une aile gauche qui commence à s'exprimer et qui considère qu'en effet, notre politique en la matière n'est pas suffisamment généreuse. Mais c'est ce qui explique vraisemblablement sa communication mezzo voce ces derniers jours. Mais c'est lié aussi au fait que personne ne tient un discours contraire. Tout le monde devient un peu plus populiste, tout le monde tient un discours un peu plus à droite. Wauquiez tient le discours que tenait l'extrême droite et Collomb tient le discours que tenait Sarkozy. Et votre sondage, moi je pourrais pu vous dire qu'il fait 85%. Mais si je vous avais mis comme question, la France doit-elle accueillir un bateau de migrants qui sont en train de couler et au risque de se noyer, et les réponses auraient été 50-50. Et non, mais je vous assure, les seuls aujourd'hui qui ont tenu un discours contraire, ce sont les Espagnols. Les Espagnols ont tenu un discours. Mais là aussi, pour des raisons, on peut le penser, un peu de politique intérieure. Mais pas seulement, pas seulement. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe à Valence? Vous avez des centaines de gens qui disent on va s'organiser, on va les accueillir. Vous avez des gens qui sortent des pancartes ou qui font des déclarations. Il n'y a pas si longtemps, nous aussi, on était des migrants.
Bien entendu que globalement l'immigration inquiète les gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi des moments où il peut y avoir... Il y a aussi des moments où la volonté de solidarité devant l'immense détresse et l'action humanitaire joue. C'est pas complètement... Mais simplement, on ne tient que le premier discours. Voilà. Mais fondamentalement, moi je crois que Hubert Védrine, ce que vous disiez est vrai, au sens où les gens seraient prêts, les Français seraient prêts à les accueillir, ces 625 migrants. C'est pas la question des 600, c'est l'impression d'avoir perdu le contrôle, que tout n'est pas maîtrisé et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On appelle l'accueil une impuissance. Je pense que c'est ça. Je pense que les gens sont partagés parce que cette indifférence-là, je ne crois pas que c'est une déshumanisation. C'est une impuissance terrible qui va se retourner contre nous. Alors, on peut avoir un tout début d'optimisme quand même. En tout cas, il y a un scénario optimiste avec la victoire des populistes et avec les Italiens. Parce que mettre 700 000 migrants dehors en 2 ans, c'est de la blague, c'est totalement impossible, et ils le savent ou ils vont le savoir très vite. Et donc il va y avoir un intérêt accru des Italiens à trouver, une solution avec l'Allemagne, avec la France, avec quelques autres, certainement pas à 27 évidemment, mais comme ça ne marche pas à 27, si les plus importants font ensemble déjà une politique commune, ça peut changer les choses. Et contrairement aux apparences, on peut penser que le gouvernement populiste en Italie aura intérêt à s'accorder avec Macron et Merkel. C'est la version optimiste. Oui, elle est possible. Elle est possible. C'est la restauration de la politique, parce que finalement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas pensé que le commerce et le droit allaient régler et réguler la vie des gens? On a pensé que les hommes étaient des voyageurs sans bagages qui pouvaient passer d'un pays à l'autre. Et ce qu'on voit venir, ce qui était inimaginable, vous parliez il y a 6 mois, mais même il y a 3 mois, c'est un espèce de retour de permanence de l'histoire. Et face à ça, il faudra beaucoup plus que des commissions telles qu'elles se déroulent maintenant. C'est de la véritable politique. Évidemment, à plusieurs pays, un pays seul ne pourra pas y parvenir. C'est passionnant. On passe quand même à notre dernier thème. C'est celui de l'éducation.